Alors, bonsoir tout le monde. Saha Aïd, Saha Aïdkoum. Bonne fête de l'Aïd à tout le monde. Et nous continuons donc les aventures du café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Samia Ziriat. Alors, comment on prononce? Bouharati, c'est ça? Bouharati, qui donc nous donne un livre très intéressant et en même temps très émouvant, parce que ce sont les lettres de son père, paix à son âme, qui a fait de la prison pour ses activités nationalistes, donc dans les années 50, je crois 1956-1962. Il en fera malheureusement même dans l'Algérie indépendante, mais Samia nous dira tout ça. Samia, bravo pour ton livre et bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci beaucoup Youssef, je te remercie infiniment de m'avoir invité en ce jour spécial de l'Aïd. Je pense que ça va apporter peut-être une touche plus qu'originale, puisque je me dis toujours qu'il suffit qu'il y ait une personne avec nous pour que le débat puisse être des plus fructueux et des plus enrichissants. Merci beaucoup à toi. Mais je t'en prie, donc comment est-ce que tu as eu l'idée donc, de publier ces lettres? C'est des lettres personnelles, c'est des lettres souvent adressées à ta maman, c'est des lettres d'amour, tu le dis dans la 4e de couverture, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, voilà, peut-être il faudrait que je parle brièvement de mon histoire, de ma Tu parles de tout ce que tu veux. Voilà, de tout ce que je veux, je veux tout dire. Bien sûr. Alors, voilà, moi je suis le 8e enfant d'une famille donc, qui a vécu et grandi dans la périphérie d'Alger, Usendé. Et donc, je suis née après l'indépendance. Mes 7 frères et sœurs sont nés entre l'année 43 et 55. Donc, j'avais 7 frères et sœurs nés pendant la guerre d'Algérie. Donc, en 56, effectivement, mon père qui a fondé ce foyer heureux avec l'élu de son cœur, puisqu'il s'agissait d'un mariage d'amour avec ma mère. Donc ils vont avoir 7 enfants qui naissent les uns après les autres entre 1943, puisqu'ils se marient en 1942, jusqu'à 1955. Et le tragique va arriver au moment où mon père donc, a construit cette belle petite maison qui ressemble à la petite maison dans la prairie, mais on est juste à lotissement Michel, pour ceux qui connaissent, juste à côté donc, de Kouba. Donc les premières années, ils vont être aidés toujours par les grands-parents. Les grands-parents ont toujours été là, notamment mes grands-parents maternels. Donc ils vont abriter cette petite famille et ils vont aider mes parents donc, à se faire des économies. Ma mère était très économe, mon père il commençait à travailler. Et donc le rêve c'est d'acheter un petit lot de terrain, de construire cette maisonnette et de vivre heureux. À peine donc cette maison se termine, et c'est mon grand-père maternel qui était maçon qui va la construire avec mon père, que le tragique va arriver en 56, puisque mon père donc clandestinement, secrètement, militait dans ce qu'on a appelé le gang de l'éveillé. Il s'occupait principalement de la rédaction de tracts dans la cave donc de cette maison du lotissement Michel. Et en 56, des coups forts frappaient donc dans la porte d'entrée du jardin, puisqu'il y avait un jardin ensuite la maison, et on entend ouvrez, donc un bataillon, enfin pas un bataillon, un groupe donc de soldats, avec mon oncle menotté, donc mon oncle maternel, qui vont venir chercher le 2e suspect, Bouharati Derati, qui n'est autre que mon père. Ma mère, dans un sursaut de courage et de sang-froid, va avoir le temps de récupérer un paquet de tracts qui traînait donc, dans la maison et va le mettre donc en arabe, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut interpréter dans... Voilà. Ma grande sœur Beria, qui a que 12 ans à l'époque, et mon grand-père atterré, mon grand-père paternel, qui était là aussi, puisque mon père est né orphelin
à Sétif. Donc il vient très jeune, à 14 ans, à Alger, et c'est là qu'il grandit, qu'il rencontre ma grand-mère maternelle, et grâce à ma grand-mère maternelle, donc il épouse ma mère. Et c'est donc cette souffrance-là de l'enfance, de la privation au sein maternel, il va commencer ce début de vie heureuse. Donc il va durer quelques années, le temps de la naissance de mes frères et sœurs. Et donc en 56, le drame bascule à 1 an donc, de l'occupation de cette jolie maison des rêves, puisque voilà, le rêve est réalisé malgré la guerre, malgré tout ce qui se passait. Il faut pas croire que la guerre c'est des jours noirs et sombres tous les jours. On s'aimait pendant la guerre, on se mariait pendant la guerre, et la vie continue dans le chaos total. Donc en 56, il va être menotté, et puis voilà, il va disparaître. Enfin, quelques jours après, on apprend qu'il est à la maison Carré, à la prison de Maison Carré, le Habash. Donc laissant 7 frères et sœurs, une mère analphabète. Heureusement, un grand-père venu des Babors, puisque le nom de ma grand-mère maternelle est un Zirem, savait cultiver la terre, et donc grâce à ce lopin de terre, grâce au jardin potager, ben, ils vont survivre. Et bien sûr, mes grands-parents maternels aussi, qui avaient quand même un petit peu de moyens, qui ont aidé cette fratrie. Et ma mère notamment, qui recevait des lettres pratiquement, on va dire, c'est des lettres d'amour, mais c'est des lettres de menaces. Mais il faudrait qu'on comprenne de quelle menace on parle. Il la menace de manquer à l'éducation des enfants, d'avoir mes sœurs, puisque j'ai 4 sœurs quand même, les aînées c'est 4 sœurs, et il avait peur de ce qu'on appelait le déshonneur, c'est-à-dire qu'elles partent avec n'importe qui, qu'elles sortent, qu'elles aillent vers la débauche et tout le reste. Et puis l'instruction, puisque lui, l'enfant orphelin de Sétif, eh ben, c'est tout seul qu'un jour il va aller à l'école, je ne sais pas par quel miracle, puisqu'il n'y avait ni oncle, ni tante, il n'y avait personne. Donc moi, c'est un film qui est dans ma tête. Je vois ce petit garçon, donc avec une marâtre, puisque le grand-père est dans les champs. Mon grand-père était palefrenier, il faisait, c'était un guérisseur des vaches et des veaux, et sachant que l'accouchement des vaches est très compliqué. Donc c'est un enfant qui va se retrouver seul, et qui va comprendre tout seul que peut-être seule l'instruction, seul le savoir va peut-être le sauver. Moi, je nommerai mon père comme étant issu de la génération spontanée, puisque vous savez ce qu'on appelle le déterminisme de ceux qui sont, grâce à leurs parents, grâce à leur milieu, ben, qui vont comprendre beaucoup de choses, qui vont être donc instruits, qui vont être éduqués. Et puis vous avez des personnes qui n'ont rien eu autour d'elles et qui ont compris toutes seules. De quelle manière, comment, pourquoi. Ben, il était spécial. Oui, absolument. Son destin est hors pair, et tu as raison de parler de film, parce que son histoire peut être un film, comme elle pourrait être, je l'espère, un roman aussi, ou bien une fiction, ou bien un récit. Donc, ton père, sa maman meurt lorsqu'elle accouche de lui, c'est ça? Dans les suites de couches, pendant les suites de couches, tout à fait. Et son père donc se remarie tout de suite, et elle a des autres enfants, et puis elle trouvait que cet enfant qu'elle n'aimait pas, il avait beaucoup souffert donc de ce rejet, ne ressemblait pas du tout à ses enfants. Donc il va être privé, mais vraiment d'une manière atroce, d'amour, d'affection, et malgré ça, il va se construire, et puis il va aimer et être aimé. C'est pour ça que je reviendrai beaucoup sur l'amour. Mais tu as raison. Et puis donc, tout de suite, il est doué à l'école, je veux dire. Il est doué à l'école, tout à fait. Et ce n'était qu'une instruction sommaire. Il faut savoir que c'est une école peut-être... Même il est revenu sur les traces de son enfance à Sétif, et un jour, peut-être moi j'étais pas présente, mais à mon frère, il lui a dit c'est cette école-là. J'étais petit, peut-être il a dû faire 2 ans maximum. Donc toute l'instruction, c'était donc le rudimentaire peut-être, savoir lire et écrire. Mais tout le reste, ça va être de son propre chef, de sa propre volonté d'essayer de comprendre.
Voilà, un autodidacte. Un autodidacte, oui, un autodidacte, je dirais, brillant. Donc, il va faire ces années de prison qui seront très difficiles, bien sûr. Hein. Et puis, donc, arrive l'indépendance, il est nommé, il devient le premier maire du Sindé. Tout à fait. Et donc, il faut savoir que cette administration vacante, défaillante, on a donc tous ces fonctionnaires français, pieds noirs, etc., qui partent et qui laissent cette terre brûler pratiquement. Il fallait parer au plus pressé et il fallait trouver ces gens avec un minimum de culture et d'instruction pour assurer le suivi donc, de l'administration. Et mon père, comme il avait continué à se former pendant la prison, pendant ces longues années, il fallait s'occuper. Et donc il est l'un des rares, on va dire, de son cercle, de la circonscription, enfin, UCD, puis la région est d'Alger, qui va avoir cette capacité-là de pouvoir prendre en charge un poste aussi délicat que la mairie du Sindé. Et puis, il y aura autre chose, donc quand il y aura les événements, je dirais, liés à la création du FFS, il fera encore de la prison. Eh bien, effectivement, j'aimerais peut-être par la suite vous lire cette lettre où il dira à ma mère suis-je né sous la mauvaise étoile? Oui, je me rappelle bien. Et où il s'excuse presque de l'entraîner dans sa folie, puisque c'est un idéaliste invétéré qui non seulement va, on va dire, provoquer cette déchirure, puisqu'il ne pose pas la question à ma mère de savoir comment elle allait survivre, comment elle allait se débrouiller, mais il prend des positions et ça a des conséquences donc sur ma famille. Et ça ne lui a pas suffi, ces 7 années de privation, de souffrance, pour donc par la suite récidiver une deuxième fois, en étant dans un poste stratégique, en ayant vraiment le statut idéal, puisqu'il faut savoir que poste de maire à l'époque, c'est comme s'il était ministre ou au cadre de l'État, avec voilà, tous les privilèges qui vont avec. Et il va encore voilà, suivre son idéal, assister clandestinement donc, à ce front donc, qui est formé par Aït Ahmed, et il est dénoncé. Et donc la tragédie va encore être revécue par ma famille, puisque en 64, on vient le destituer de son poste, manu militari, et le destituer même de la maison où on était. Donc deuxième catastrophe, deuxième série de lettres, deuxième déchirure. Tu peux nous lire la lettre si tu veux. Voilà. Alors, Balouaguia, le 6 juin 1964. Donc, on est en 64, 2 ans après l'indépendance. Ma tendre moitié. Actuellement, après les pénibles moments du début de mon arrestation assez arbitraire, je commence à m'habituer à ma nouvelle résignation, d'autant plus qu'à présent, je ne suis plus seule. Sans cesse, de nouveaux pensionnaires viennent augmenter l'effectif au centre d'assignation. Cette nouvelle épreuve, dont nous n'avons jamais cru, nous éprouve. Ayant enduré 7 ans de dure souffrance, d'espoir et d'espérance, malheureusement, ma chérie, cela ne nous étonne pas, car telle est la leçon de l'histoire révolutionnaire. Le bonheur et le gain de la victoire ne profitent qu'aux indifférents, aux opportunistes, aux arrivistes, aux partisans de la dernière heure. Cependant, malgré tout, je reste persuadée
que le sacrifice de nos martyrs ne sera pas vain, qu'un jour viendra où le bonheur et la joie finiront par baigner dans tous les foyers. Aussi, en attendant cette espérance, ma chérie, moi qui t'ai tant causé de soucis, moi qui t'ai tant privé de tendres caresses, la destruction d'une grande partie de notre jeunesse à cause de ce maudit vice qui s'appelle la politique et dont je suis certain et sans aucun doute, tu partages mes opinions, mes joies et mes peines. Ma chérie, tu sais, je t'aime autant que le monde et ses caprices. Ma chérie, dans tes prières, il faut prier Dieu afin qu'il nous épure l'esprit du mal et la passion idéologique. C'est le moyen qui permettra à l'homme d'être uniquement attaché au foyer. Enfin, pour le reste, inutile de te faire des recommandations. Tu en as plus que moi l'expérience. Tu es seul à élever nos enfants, ces enfants pour lesquels nous nous sommes tant sacrifiés. C'est émouvant, merci, merci, absolument. On peut applaudir. Si tu veux bien, Samia, on va passer la parole à nos amis, et comme ça tu vas rebondir. Très bien. Voilà. Est-ce que je peux bien sûr. faire ça sous forme de chanson? C'est cette lettre très émouvante. Oui. C'est cette lettre très émouvante dans laquelle il y a sa certitude d'un avenir différent, meilleur. C'est ça qui me rappelle une chanson, un poème d'Aragon qui a été mis en musique par Jean Ferrat. Allez-y, bien sûr. Et il a ce refrain, après chaque description de ce monde sauvage, il y a ce refrain qui est un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur une branche. Et le plus simplement du monde, il y aura la jeunesse d'aimer, des yeux de pervenche, et ce tendre infini dont m'entourent tes bras. Merci. Où t'en vas-tu mon cœur à cette heure des larmes? Merci. Ça termine comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. De m'avoir rappelé ça. Pas de questions là? Ouais, ben oui, bien sûr. Et Noah, peut-être après c'est une question. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Même si ce n'est pas une question, Bienvenue au café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zerem. Ce livre est vraiment... c'est très émouvant, tout ce que vous racontez, et beaucoup de courage. Comment avez-vous pu surpasser justement Tout à fait. tant d'émotions et pour pouvoir rendre public tout ça, parce que c'est très intime. Oui, en fait, Brahim, merci beaucoup pour la question. C'est une question qui est souvent revenue. Il faut savoir, donc, j'ai eu à présenter ce livre dans quelques occasions. Comment cette intimité a pu donc être dévoilée. Parce que ce n'est pas courant dans la culture, comme vous le savez, d'écrire sur soi. D'écrire justement sur notre histoire, de nos parents, de nos familles, notamment sur les sentiments, sur l'amour, sur voilà, des choses tout à fait intimes et personnelles. Peut-être que mon parcours m'a amené, puisque après ma sortie de fac, je me suis trouvée fortuitement ou par hasard dans une maison d'édition, mais je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Je crois même
si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, qu'on choisit de s'incarner et dans la famille dans laquelle on veut s'incarner pour venir réparer. Il y a un membre de la famille qui va venir réparer des blessures, de ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles. Il faut savoir que quand même dans le cas où on n'a pas vécu cette guerre et ces traumas, on les porte en nous-mêmes, à notre corps défendant, qu'on le veuille ou pas. Il se trouve que donc je me suis retrouvée dans une maison d'édition, je ne voyais que... Et puis j'ai été élevée dans donc, ce milieu de la passion du livre que mon père nous a communiqué, et ma mère voilà, qui nous menaçait de punition, et si justement on n'avait pas de bonnes notes, donc le livre a été toujours présent. Et moi, toute petite, je pense que j'étais une enfant qui s'est interrogée sur ce monde bizarre. Je le trouvais déjà à ma naissance. Je ne comprenais pas le monde et je n'avais pas de réponse. Et donc j'ai tôt écrit des petites impressions. Je trouve même des petits mots à 10 ans, à 15 ans, à 16 ans. Donc l'adolescence, ça va être horrible. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui... C'est les années 80, c'est ce pays dans lequel je ne me sentais pas tout à fait à l'aise, l'histoire de mes parents, ça ne parlait que politique. Je me dis, mais jusqu'à quand on va être, je veux dire, saturé par la politique? Moi, toute ma vie, je n'ai eu que ça autour de moi, cette déception, il y a une charge traumatique trop lourde que j'ai eu envie d'évacuer. Et quel autre moyen, autre que l'écriture, vous qui êtes comme Youssef, comme Brahim, dans cet acte thérapeutique, on pensait qu'on écrivait juste pour écrire. Je pense qu'on écrit pour guérir, pour sortir ce qui nous traumatise, et c'est même pas nos histoires. Si seulement c'était notre propre histoire, on porte tout ce qu'a subi ce peuple en humiliation, comment dirais-je, en traumatisme. Il y a eu trop de choses horribles dans cette histoire pour qu'aujourd'hui on ne puisse pas écrire, et on ne dira jamais assez ce qui s'est passé. Donc l'originalité de mon ouvrage, je pense qu'elle se découvrira au fur et à mesure. C'est qu'on connaît les faits d'armes. Dans telle région, il y a eu tel nombre de combattants, de shuhada. Mais combien de petites histoires de famille? Mon père a eu la chance de savoir lire et écrire, de par son histoire que je vous ai relatée. Et un jour, donc, moi je le voyais avec une mallette noire qu'il sortait, parce que je suis le dernier enfant, j'étais comme une enfant unique. Mes frères et sœurs étaient mariés, j'étais une enfant sage, une enfant qui regardait plus qu'autre, qui parlait. Je le regardais ouvrir une mallette, il mettait ses lunettes, puis il y avait des moments de silence. Je trouvais que ce silence était lourd. Je me disais, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans... Et je ne sais pas, à sa mort en 98, donc j'étais déjà en France depuis 3 ans, je suis sous le choc donc, du décès. Et en partant, puisque je reste le temps de l'enterrement, je dis à ma mère, mais où est cette mallette? Où est-ce que tu l'as mise? Dans le brouhaha et dans l'agitation qui était autour. Et j'ouvre donc cette mallette et je trouve donc ce gros dossier où était écrit de sa main, tous les souvenirs de ma vie sont là. Je savais qu'il y avait des lettres, je ne connaissais pas leur contenu. Je connaissais des bribes de l'histoire, puisque c'est comme un film qui revenait à chaque fois, où ma sœur, la 3e ou la 4e, disait « Je me souviens de mon grand-père qui tremblait de peur, etc. » Et puis je prends avec moi ces lettres, Brahim, en 98, et je les mets de côté, puisque je vis en France, mes enfants sont en bas âge, et puis avec le quotidien et la vie que vous connaissez tous ici, la vie pratiquement infernale, la course contre la montre, j'ai mis 20 ans, un moment très difficile dans ma vie, puisque j'ai fait un break en Algérie. Moi, je n'ai pas été dans le mythe du retour, je suis retournée vivre en Algérie. J'ai jamais coupé ce cordon. Je suis comme peut-être Youssef, de ceux qui peut-être ont subi
l'exil, ou enfin je ne me suis pas exilée, je me suis mariée moi. Mais je me disais quelque part, ça a été thérapeutique parce qu'il faut s'éloigner de ceux qui nous sont proches parfois pour guérir. C'est bien d'être loin de ses proches. C'est bien de guérir loin de sa fratrie parce qu'ils portent aussi une charge traumatique et qui nous transmettent. Et moi, ça a été une chance de venir, moi l'enfant un peu particulier, de venir en France et puis de vivre cette vie loin de tous, de grandir, parce que j'étais donc la dernière de la famille, j'avais des adultes autour de moi, j'ai eu du mal à m'imposer, j'ai eu du mal à être moi-même. Et donc, ces lettres-là, c'est à mon retour d'Algérie, puisque je ne voulais pas revenir en 2016, je voulais rester en Algérie. J'ai mis du temps pour me réintégrer, j'étais optimiste pour l'Algérie, je le suis toujours, il faut que je le redise, je le suis toujours. Et j'ai déprimé. Et dans ce moment de grosse déprime, je me suis dit, c'est le moment de reprendre ce fil de l'histoire. Et puis je vais découvrir, lettre par lettre, dans les détails, puisque il faut les lire et les relire. C'est pas une lecture qui va se faire superficiellement, puisque dans chaque détail, il y a beaucoup de choses. Et donc, il faut savoir que l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est l'histoire traumatique des familles. Et ces familles doivent guérir par l'écriture. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans chaque famille qui doit se poser les questions. Moi, la dernière fois, j'ai eu le plaisir d'assister au café littéraire de Youssef, il y a peut-être un mois, et je l'ai dit. Donc maintenant qu'on a les moyens de faire des recherches quant à nos noms, faites des recherches quant à vos noms, vos arbres généalogiques, et il faut faire, pour ceux qui sont les plus courageux, de s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce pan de l'histoire est parti, beaucoup sont décédés, beaucoup sont partis. Si on ne cherche pas qui on est, comment voulez-vous qu'un jour on puisse être dans nos baskets, ce qu'on appelle ancré? Il faut savoir d'où on vient, il faut connaître ce passé, il faut connaître... Très bien, Samia. Avec ta permission, je vais appeler un ami qui nous arrive d'Algérie. On va faire une petite parenthèse, chanson et musique. Qassi Boussad, marhaba ici, Arwa. Il vient d'Algérie, donc il ne va pas rester longtemps à notre café littéraire. Ça va? Qassi Boussad, Samia Zeria. Voilà. Alors, marhaba ici. ايش برا غادي يعني تزويره غادي تزوير المرأة في الأول صح العيد الأول صدفة حدا مقران يدرس الحضارة يعني تفعل حاجة نروح نعطي الشكر كيما طريقة في قوالة تعطينا أقرأ الذي يدون ترى يعني ترى على الدخول غروا أنسكن Felmert, merci d'abord pour toute ton œuvre. Hein. C'est un grand chanteur, Samir. Que ce soit en solo, que ce soit avec le groupe Ilourer, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous parce que tu as chanté le terroir, tu as chanté les thèmes vrais de notre société et ton œuvre va rester. Mais je ne sais pas si tu veux nous interpréter une chanson, ça sera avec plaisir. Bien sûr, السلاح كان زبال. اللي تقول vraiment drôle, c'est que ما عادش نشنيو تاوش. ولا شو غادي فيه. Après on va continuer le café littéraire parce que nous دات نحضر على البيلي. Oui. Voilà. Parce qu'il a une autre soirée. D'accord. Alors place à ton art, à ta chanson. توريا كان؟ توريا كان. Oui.
Tu es chez toi, tu es chez toi, c'est juste pour me faire plaisir. تغشي كنيسين نبدا غشنا في ذرابنا في العين صارنا هذا الصوفي مسلم زين النية يديو غدا زين النية يديو غدا شهر الصخرة يا زرار هاشمي الطجرة كتاري بريدك يجوع ذفار أي فوق قليلي شهر الصخرة يا زرار هاشمي الطجرة كتاري بريدك يجوع ذفار أي فوق قليلي غطلة ما يقزقان في اليوم يعدل والسدير اليوم غطلة ما يقزقان في اليوم يعدل والسدير اليوم يا زلال يتشوال يفلالي جايا غيون وفريد نار مانع يا زلال يتشوال يفلالي ذو
زورون الغارة تشار أشحال صيديت ولا مالك الورد يفزر اسمك يعرفون هذا مكاني الورد يفزر اسمك يعرفون هذا مكاني الزينة نطار الزهر والزهر يفوت غنونا زمانك زينة نطار الزهر والزهر يفوت غنونا زمانك يا دار علي أنسن العين صار بسواقي نسر يا دار علي أنسن العين صار بسواقي نسر. Bravo, bravo. ما دوار لا بروشين فوا ما تفهم كافيتي كشتي اللي كان اللي يقيم تخسر المناطق سكان سيرة تتفصل قرارات طيب بيان هو بروغرامي صاير داكور Qassik Boussaad, مرحبا يسيك au café littéraire. يعني c'est une joie immense de te voir Aki Hazar Bey. Quand on t'écoute, الرعوان صارني وخفاد والجرجار تيليوا وخفاد والجرجار. Aki Hazar Bey, vraiment c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc on va continuer la discussion. مرة تقيم دائما ما تعرف انا اللي ارضي. Donc, ça vient. Bien sûr, est-ce qu'il marche le micro? J'essaye, ça a l'air de marcher. J'avais pas du tout l'intention de dire quoi que ce soit. Je viens pour la première fois et ça va m'aller comme au poulet. Mais j'ai une petite question. Après la lecture, par ton intervention, Samia, toute simple, et pardon peut-être de la poser. Les lettres dont tu as fait état, étant donné ce que tu as dit quant à la formation de ton père, quelque chose m'a étonné. Et est-ce que vraiment, et une fois de plus, pardon pour la question, est-ce que vraiment ce sont ces mots que tu as vus qui sont de ton père, quelqu'un qui a peu étudié, l'école 2 ans ou après on a dit autodidacte, ça m'intéresse beaucoup pour dire un petit commentaire suite à ça. Si tu veux bien me dire, est-ce que c'est vraiment ces mots? Parce que, peu importe après ta réponse, pardon, parce que je trouve que pour quelqu'un d'aussi peu instruit, peut-être alphabétisé, c'est une richesse énorme. Ce qui m'a surpris au premier abord. Un vocabulaire très riche pour une instruction petite, ce qui montre que le vocabulaire ou le propos, le langage ne sert qu'à exprimer la plus grande richesse qu'on a dans la tête. C'est ce qu'il a exprimé à travers de ses mots, son vécu, son expérience. En tout cas, il en avait beaucoup dans la tête, dans l'âme, ce qu'il a exprimé à son épouse, dont le langage, malgré tout, reste pudique, légère évocation, mais la richesse est dans le non-dit. Maintenant, une petite anecdote à laquelle cette intervention, cette lecture m'a réévoqué une petite mémoire. C'était dans les années 80 au Centre culturel algérien. Un envoyé d'Algérie, un grand professeur, pour
faire une communication, conférence, pour faire aimer, ici à l'Émiration, pour faire adopter et accepter l'arabisation brutale que chacun connaît. Alors il a fait sa conférence pour dire notre langue c'est l'arabe, combien elle est riche, combien c'est notre langue, il faut l'adopter, c'est comme ça. Avec beaucoup d'attention j'ai écouté comme les autres, et puis place aux questions. Et ce que j'ai observé, bien écouté, l'argumentation ne valait pas grand-chose parce que c'est pas la peine de dire. De revenir quant à la brutalité de l'arabisation, les dégâts qui s'en est suivis. Mais ce que j'ai fait remarquer, c'est qu'il a employé par les Français un français absolument impeccable. Latinisé, c'est-à-dire une langue française presque du XVIIe siècle. Richesse absolue. Et ce que j'ai cru, finalement, ce qui m'a étonné, mais ce que j'ai cru voir et comprendre par là, son message était quelque part subliminal. Son office officiel, c'était de communiquer le bon choix de l'arabisation. Mais en employant cette langue absolument merveilleuse, digne de grands écrivains du XVIe siècle français, est-ce que subliminalement il ne voulait pas dire dommage pour cette arabisation brutale, et c'est peut-être en tout cas précipité, il est dommage qu'on quitte si vite le français, référence à Khatib Yassine. Voilà. Ok, merci beaucoup Noah pour la question, les questions dans les questions. Les questions non préparées, peut-être les plus spontanées, ne sont pas forcément les moins intéressantes, bien au contraire. Je dirais que, en fait, quand j'ai découvert ces lettres, bien sûr qui étaient censurées, c'est des petites feuilles, donc double feuille, très petites, pratiquement du format du livre, je ne sais pas c'est quel format, mais plus petit, avec une grosse partie consacrée à une écriture sur les lois et les décrets qui régissent la censure. Donc c'est une écriture serrée, on va dire qu'il va essayer d'utiliser et de, comment dirais-je, de noircir ces petites lignes pour que ça suffise. Parce qu'il fallait qu'il... C'était bien sûr obligatoirement des lettres tous les 15 jours, donc qui étaient lues. Et donc j'ai eu la chance d'avoir récupéré ces lettres qui étaient encore en bon état, jaunies bien sûr, mais en bon état. Je pense que mon père était un passionné, un lettré passionné. Et que sa formation avait débuté quand il a eu les rudiments de l'écriture et de la lecture. Et toute ma vie, je l'ai vu, c'est un bel orateur, mon père. C'est quelqu'un qui prenait la parole, puisqu'il a été syndicaliste, politicien, etc. Donc il aimait le phrasé, il aimait la langue. Et cette passion, en fait, l'a mené tellement loin dans la maîtrise d'un vocabulaire, comme vous dites, Noah Chatier. Et il n'aimait pas les lettres banales, donc je me souviens des remarques qu'il faisait à mes frères et sœurs pour dire « mais c'est quoi ces lettres banales que vous m'écrivez ?» Parce qu'il y a une autre partie des lettres que je vais essayer de récupérer, celle de mes frères et sœurs, qui lui rendaient donc... et qui s'exprimaient, et là il le dit, c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps, il reprend donc des passages de leurs lettres pour leur dire mais c'est quoi cette façon d'écrire? Reprenez vos lettres, on n'écrit pas comme ça, il faut ciseler, c'est comme un artiste qui va prendre... voilà, donc c'est le sens de la perfection, du mot, de la phrase.
Et c'est ce qui lui a permis d'exprimer ses émotions. Je pense qu'il s'est fait sa thérapie, contrairement peut-être à d'autres prisonniers de sa génération qui ne pouvaient même pas conscientiser ce qu'il vivait. Lui, grâce à cette capacité de la maîtrise de la langue, la seule langue qu'il avait entre les mains, ben, c'était pas l'arabe, c'était le français. Grâce à cette maîtrise-là, il a conscientisé sa souffrance, il a exprimé son amour, et bien sûr, on le lit entre les lignes, puisqu'il va s'auto-censurer, puisqu'il ira jusqu'à décrire des moments intimes avec ma mère. Et pour un homme de sa génération, mon père est né en 1922, il fallait le faire, puisque c'est ma sœur de 12 ans qui va lire les lettres à ma mère. Et ma mère va être tellement, on va dire, frustrée de ne pas pouvoir lui répondre. Sa seule capacité, c'était dans son regard, et il en parle dans le parloir, comment lui faisait sentir cet amour inconditionnel. Je pense qu'il s'est accroché à l'amour inconditionnel de ma mère pour dire un jour je sortirai de cette prison et il y a de l'espoir, on reprendra cette vie normale tant espérée. Et même à le deuxième épisode de l'emprisonnement, et on voit qu'il ne lâche pas le morceau. Donc cette arabisation, elle est venue plus tard, bien sûr. Moi-même, je l'ai vécue, enfin, jusqu'à la fac. Hein, comme j'ai fait Sciences Éco, je ne savais pas que c'était, malheureusement, on venait d'arabiser des sciences sociales. Et ça a été pratiquement un massacre pour moi qui ai suivi cette filière tellement intéressante que j'aurais voulu que je me rattrape en fait jusqu'à aujourd'hui pour comprendre les notions fondamentales de l'économie, parce que quand on comprend l'économie, on comprend énormément de choses. Et je pense effectivement comme vous que voilà, cette arabisation juste démagogique a cassé tout cet élan, tout cet espoir, et j'en suis peut-être peut-être pas victime, mais c'est pour ça que je m'apprête à aller vers l'autobiographie. Je ne saurais écrire comme notre ami Youssef un roman, je ne suis capable que d'écrire sur mon histoire, de comprendre, d'aider aussi autrui, d'oser écrire, oser, parce que l'Algérien dans sa nature, il est quand même... il n'est pas à l'aise, il est mal dans sa peau, on l'a frustré, il y a beaucoup de blessures, on l'a empêché d'être lui-même, d'être dans sa totale dimension. Donc il y en a qui se rattrapent dans l'écriture parce que c'est une manière de se soulager de tellement... On lui interdit tellement de choses. Donc j'encourage les autobiographies. Bon, félicitations pour votre livre. J'ai un petit commentaire et puis une petite question. Dans le commentaire, j'ai lu une partie de votre livre, je trouve très émouvant. C'est pour aussi répondre avec sympathie au monsieur, c'est que votre feu papa, il parle aussi de son apprentissage de ses lectures. Il y a même un passage sur la cité Charles Péguy, etc. C'est ce que j'ai lu. Donc ça, pour moi, ça c'est très important. Et ma question, je suis très curieux parce que je ne sais pas si vous avez lu Lettre à Lucette de Bachir Hadj Ali. Oui. Parce que il me semble, là, bon, il y a eu une lettre de prison de Tal Brahim et tout ça. Oui. Par contre, sur l'intime, peut-être il y a Bachir Hadj Ali, quand en 65 il a été emprisonné, il a envoyé des lettres d'amour à Lucette, à sa femme, et sa femme, clairement. Il en a fait un livre très très émouvant. Donc c'est pour dire que effectivement on a un rapport très complexe à l'intime, et ce livre de Bachir Hadj Ali, malheureusement, il n'est pas très Épuisé. Non, il n'est pas épuisé, enfin, il est très méconnu en fait. D'accord. Donc, et on travaille beaucoup sur cet ouvrage. En fait, je pense que la prison, et ça s'est vérifié à travers l'histoire de la littérature mondiale, il y a eu beaucoup de personnes
qui ont sublimé, comme je reprends qui ont sublimé, qui ont transformé justement cet espace d'enfermement en espace de création, de créativité. Donc ça c'était juste félicitations. Azdine est aussi écrivain et poète. Très bien. Très belle. Azdine Lassel. Merci Bien sûr, Azdine. ça s'entend. Oui, Bah, mais oui. ces lettres de votre père sont un témoignage d'une époque écorchée. Ce qui est extraordinaire, c'est que votre père n'a jamais perdu cet idéal de liberté. C'était un homme de conviction, de principe. Il a souffert dans l'Algérie française, emprisonné, et dans l'Algérie indépendante, malgré sa position sociale qui était confortable, il n'a pas perdu cet idéal de liberté. Il a rejoint une autre grande figure légendaire, Hussein Ahmed, justement pour cet idéal de liberté. Donc votre père a eu un destin exceptionnel, extraordinaire, et c'est un destin qui suscite encore des espoirs. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Sarah. Bonsoir. Donc, comme je trouve que votre présence, la présence de tout le monde, et votre présentation est quelque chose de très très symbolique. Merci beaucoup. Déjà pour une si belle journée qui est la fête des pères. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de ça sans avoir quelque chose vraiment d'aussi émouvant à présenter. Donc merci pour ça déjà. Un texte. Donc j'ai entendu simplement que l'écriture est une guérison. Alors à votre niveau, bien sûr que c'est une guérison, mais vous aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté réellement de confortable, enfin d'évolution, de progression dans votre écriture? Comment vous définissez ça aujourd'hui? Comment vous vous situez aujourd'hui par rapport à tout ça? Bien sûr. Merci beaucoup, Youssef. Donc, comme je disais, on ne mesurait pas en fait l'importance de cet acte qui paraît très banal. Mais aujourd'hui, on va vraiment comprendre, puisqu'on est dans ce basculement du virtuel. C'est pour ça que je me dis, cet îlot et ce bastion que anime notre ami Youssef c'est juste un miracle de se retrouver là aujourd'hui, physiquement, en train d'échanger, émotionnellement, etc. Donc, comment le remercier de continuer à animer, puis d'encourager et de faire promouvoir des auteurs, des artistes. Et donc, nous sommes dans un monde qui va basculer dans le total virtuel, où cet acte d'écriture qui paraissait juste on écrit, et puis voilà, c'est rien du tout. Et en fait, cet acte physique, il est très important pour le cerveau, déjà. Le fait de tenir le stylo, de noircir des pages, peu importe le style, hein, on ne parle pas de comment apprendre à écrire, etc., va en fait scléroser la capacité de réflexion et d'analyse de nos jeunes et des futures générations, puisqu'on a ce livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Donc c'est plus qu'on va avancer vers ce monde dématérialisé, qu'on va se rendre compte que ce petit geste, mais grand geste, de l'écrit, même par le stylo. Moi, quelqu'un m'a vu écrire au TGV, puisque il faut peut-être s'extirper de son quotidien, je ne sais pas comment font les autres, pour écrire dans ce monde trouble et déstabilisant, envahi par les informations de toutes sortes. Comment garder la sérénité d'aligner deux lignes, de faire de l'introspection, comment réfléchir à soi, à sa vie, comment prendre ce recul dans ce monde mouvementé. Donc c'est un acte menacé, extrêmement menacé, vers lequel certains devront peut-être orienter. Moi, j'en ferai mon cheval de bataille, de dire que petite, j'ai dû m'accrocher à cela, puisque j'ai vu écrire autour de moi, j'ai vu lire autour de moi, qui m'a aidé à faire ma propre thérapie. Et j'ai gardé mes écrits, mes propres écrits,
Donc l'écriture thérapeutique, aujourd'hui, il va falloir tout faire pour la sauvegarder et à niveau associatif, puisque chacun doit trouver une manière de sauvegarder ce qui va disparaître et qui va être horrible pour le monde à venir. Je me demande quel est le nombre de stylos qui se vend aujourd'hui, ou le nombre de feuilles, puisque on ne tient plus un stylo. Est-ce qu'il faut partir comme moi, il faut que je prenne le TGV pour que je regarde défiler des paysages, ou il faut aller à la campagne pour... c'est très important aujourd'hui de revenir à cet acte tout naturel de l'écriture, lecture, écriture, lecture, écriture. Sinon, nos cerveaux vont se scléroser, on n'aura plus la capacité de comprendre ni qui on est, ni qu'est-ce qu'on fait, ni qu'est-ce qu'on veut faire. C'est le flou artistique total. Donc ça devient un acte de survie aujourd'hui. Il faut lutter contre ça et voir tant d'enfants, tant d'adultes qui leur donnent, les parents qui ont succombé à l'addiction. Moi, par exemple, j'ai trouvé une solution, je peux juste en parler. Je ne veux plus, je consomme beaucoup du YouTube, parce que j'ai des chaînes géopolitiques, etc. Idrissa Berkane et tant d'autres. Je l'utilise, j'ai dit à mon fils comme un poste. Il m'a dit, maman, c'est quoi le poste? J'ai dit, non, à notre époque, on disait le poste, la radio. Je l'utilise comme a fait Michel, mon ami, ce matin, ou comme fait Noir, comme une radio. Écoutez et vaquez à vos occupations. Au moins, vous n'aurez pas vos yeux qui vont être rivés sur un écran et vous allez être qu'un consommateur. Partout, vous allez être qu'un consommateur. Les neurones ne vont plus travailler. On ne pourra plus comprendre une phrase, se concentrer sur un paragraphe. Et là, c'est dramatique. Ce monde qui vient complètement dématérialisé, complètement robotisé, complètement froid, à quoi il va ressembler? Et si nous vivons cette période de basculement, nous sommes là en ce moment de l'humanité, c'est qu'on a quelque chose à faire. Il faut toujours se demander à son petit niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne serait-ce qu'aborder quelqu'un dans la rue. Moi, parfois, je vous cite un exemple, je fais semblant que mon GPS ne marche plus. Dans la rue, pour aborder un passant, pour dire, mais la rue Flaniac, elle est où? Juste pour un contact. Je le fais. Ou quelqu'un qui est assis, vous les avez vus tous avec leur casque, tous, c'est des autistes, on bascule dans l'autisme. Je pense que la question est répétée, on est totalement d'accord. Mais c'est simplement pour avoir l'avis de l'autre. Pour moi, l'écriture est une manière juste de définir quelque chose et le mettre vraiment dans son, pas dans sa case, mais dans sa position, pour le mettre dans sa dynamique, pour le mettre dans sa pensée. Du moins, je l'entoure avec mes idées. Après, je le lâche comme quelque chose qui, ça y est, qui pour moi a mûri. Et donc, ça permet de passer à un autre sujet, effectivement. Donc, effectivement, les guérisons se passent comme ça. On a tellement de mots, et je pense que chaque mot, on doit lui donner ses mots. Tout à fait. Et voilà. Mais c'est vrai que quand vous parlez ça m'a fait sourire. Moi, personnellement, j'ai pas de stylo sur moi. Vous avez plus de stylo, je pense plus de cahier. Regardez, j'ai toujours un cahier. Admirez votre écriture. Admirez votre écriture. Qu'un ressort. Pardon? Un ressort. Admirez votre écriture. Vous avez oublié votre écriture, messieurs, dames. Vous l'avez oublié. À quoi elle ressemblait? Elle et elle et elle. Réécrivez n'importe quoi. On n'est pas censé savoir écrire, mais juste ce geste aligné deux phrases, c'est être dans le moment présent. En fait, l'écriture, l'acte thérapeutique, pour ceux qui savent, elle vous ramène à l'instant présent. Parce que notre esprit, il va dans le passé, il va dans le futur, il vacille. Et avec tout cet environnement toxique, comment voulez-vous être ancré? Comment voulez-vous être maître ou maîtresse de votre vie? Comment voulez-vous voir plus clair? Oui, au-delà du stylo, il y a tout de même de l'espoir parce que beaucoup écrivent avec des outils modernes. Moi-même, j'écris beaucoup avec le bloc-notes du portable. Je le vois un peu partout, beaucoup écrivent avec les tablettes, donc tout n'est pas perdu.
Merci. Hakim, tu voulais dire quelque chose? Non, Allez, Hakim, une dernière question. d'habitude, je fais les premières. Allez. Aujourd'hui, je fais la dernière. Allez-y, Hakim. Oui, On bien vous sûr, écoute. avant la dédicace. Allez. Désolé, hein. C'est par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à l'écriture, effectivement, parfois on marche sur la tête. On se dit, là on va dans le mur et tout. Mais je pense que c'est un peu exagéré. Je comprends 5 sur 7. Je vous dis. De la disparition de l'écriture? Oui, vous savez, moi aussi je suis en train d'écrire un truc. Souvent on m'a reproché pourquoi je l'écris pas. Moi j'ai une fois un stylo, une feuille pour écrire. Je sais Vous pas les, comment. vous les utilisez toujours? Ah oui, oui, oui. D'accord. Après je vais. Oui, après vous... j'utilise Oui, l'ordinateur, voilà. oui. Mais bon, ce qui se passe de nos jours, c'est aussi un peu dans l'ordre des choses aussi. Voilà, on a évolué, voilà, on n'est plus. Oui, voilà, il y a du positif dans l'évolution aussi. Voilà. Il faut prendre ce qui est... Moi, je pense sincèrement que le danger, il n'est pas dans écrire ou pas écrire. Voilà. Il est dans le contenu des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, là où je vous rejoins à 1000%, c'est que on est dans un monde qui va tellement vite, on est tellement assailli, voilà. Saturé. Tu lèves les yeux, saturation, effectivement, et ça empêche effectivement la réflexion, l'élaboration. Tout à fait, du penser. Voilà. Le danger, il est là. C'est pas tellement. Voilà. Il y en a qui écrivent des livres en tapotant sur un clavier. C'est ça, oui. Merci Hakim. Hakim, passer oui, le micro à Mustafa, s'il te plaît. Mustafa. Merci. Madame, merci. Si vous me permettez, hein, ce qu'on a ressenti, nous, parce que mon père il a été arrêté en 63 aussi, relâché en 65, le 19 juin. Alors que les autres, ils ne peuvent pas, quand je leur dis mon père il a été arrêté, ils croient que c'est rien du tout. Mon père il a été emprisonné à Barouaguéa. Aussi, donc avec je sais, parce qu'il m'en a raconté un petit peu. J'avais que 8 ans quand il a été emprisonné. J'avais que 8 ans. Oui. Puisqu'on est parti comme vous, des babords, des bougies, sidérés. Ah oui. On était tous. La vallée de la Soumam, c'est 50%, plus de 50% qui sont des babords. Oui. Et c'est la vallée. C'est ça. Oui. Alors, ce que vous racontez, les autres, ils ignorent c'est quoi la prison, c'est quoi Barouaguéa, c'est quoi le FFS, c'est quoi Farhad Abbas. Alors que c'est des gens qui se sont sacrifiés. Je suis comme vous, je suis algérois aussi. Hein. On est parti sur Alger, on a vécu à Alger. Et dans votre père, bien sûr, on m'en a parlé à Youssendé. J'ai travaillé à Youssendé. On connaissait Youssendé. J'ai 70 ans, hein, j'ai pas 20 ans. Hein. Vous les faites pas. Merci madame. Alors, maintenant on attend la dédicace de vos bouquins. Merci beaucoup. Je vous en prie madame. Après Youssef, une dernière question. C'est pas une question en fait. Je vous donne complètement raison sur l'écriture, sur vraiment l'écriture physique. Parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde dans les archives, souvent il y a des gens qui sont très friands, et nous tous d'ailleurs je dirais, de belles histoires, surtout des belles correspondances qu'il y avait entre personnes, des personnages de l'histoire, y compris des gens totalement qui avaient une passion, qui avaient simplement des missiles à échanger, tant que des guerriers sur le front. Aujourd'hui, effectivement, l'écriture, on fait sur les machines, il y a de très belles correspondances aussi. Mais si quelqu'un aujourd'hui va aller chercher ces correspondances-là, il n'aura pas accès. Parce qu'il y a tellement d'infos, il y a tellement de vitesse, il y a tellement de choses qu'en fait, un train peut en cacher un autre, donc en fait, quand on ne peut pas trouver ces choses-là. Donc, vivement, les gens qui ont des choses importantes, qui sont vraiment des choses à transmettre, écrire physiquement, on achètera des stylos. N'oubliez pas les stylos, les piques et les autres. Merci. Noir, Juste un dernier mot, vraiment très court. Ça me rappelle, la querelle des anciens et des modernes. D'accord, merci d'être passé. Merci d'être passé. Bonne fin de journée. Ça me rappelle donc ça. Je suis absolument toujours partisan du classicisme
par rapport à l'esthétique, à la valeur, etc., etc. Certes, le modernisme, bon, peut-on y échapper? Peut-être pas, la preuve en est. Mais ce que je constate, je ne suis pas le seul, donc, depuis le XVIIIe siècle, ça a commencé le modernisme, la bataille d'Ernani, etc. Jusqu'à aujourd'hui, personnellement, je crois que je ne suis pas le seul, dans toutes les activités humaines, la peinture, la littérature, l'architecture, etc., ça va de mal en pire. Le modernisme, peut-on y échapper? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis... oui, on a laissé tomber les valeurs fondamentales et puis les nouveaux instruments. De plus en plus, on en devient plus, je crois, esclave, utilisateur, à bon escient. Merci. Bon, merci, on passe à la dédicace. Merci beaucoup. Et merci d'être venu.